Un jour, la femme du corbeau dit à son mari: nous n'avons plus rien à manger. Il faut que tu partes à la chasse. Alors le corbeau part et attrape un phoque près de la mer. Il commence à le tirer pour le ramener chez lui, mais le phoque est lourd. Le renard qui passait par là propose au corbeau de l'aider. Et il lui dit: assieds-toi et repose-toi. Moi, je vais traîner un peu ce phoque. Le corbeau, heureux mais fatigué, s'endort. Alors, le rusé renard ramasse des champignons sauvages et avec leur jus, peint sur le visage du corbeau endormi des tatouages, comme avaient les belles femmes tchouches. Le renard réveille le corbeau et lui demande de regarder à la surface de l'eau. Le corbeau, étonné, voit une belle femme avec des tatouages dans les reflets de l'eau. « Bonjour, je vais t'aider à sortir de là. » Et il se penche pour aider la belle à sortir. Il met ses bras dans l'eau et se penche tant qu'il tombe dans la mer. « Au secours! Aidez-moi, aidez-moi !» Mais personne ne vient pour l'aider. Le courant l'emporte loin par la mer. Et le renard rentre chez lui avec le phoque. C'est tout. Осторожно. Есть добыча! 66 degrés 05 longitude nord, 169 degrés 38 latitude ouest. Le détroit de Bering. Depuis bientôt 2000 ans, le terrain de chasse des Tchouktches. Livravettes, les vrais hommes comme ils se nomment eux-mêmes. Phoques, baleines, morses, ours blancs. La nourriture des derniers chasseurs du cercle polaire. C'est là, vers eux, que j'avais décidé de revenir. Un lundi 6 mai, 5 heures du matin, il fait encore nuit. J'entrouvre la porte de la chambre, le parfum est lourd, un mélange de musc et de corps endormis. Je quitte Paris avec l'odeur de mes enfants, ma valise à souvenirs.
Un soleil de printemps brille sur Moscou. La ville célèbre dans l'indifférence la victoire du 8 mai 45. Et moi j'attends l'avion pour la Sibérie. Le 11 mai, j'atterris enfin à Nadir, la capitale de la Tchoukotka. Quatre jours pour récupérer les dernières autorisations et cap au nord vers la Vrentia. 24 valises, 500 kilos, il fait froid. 3 jours passent à espérer un transport. Je fais mes derniers achats. 60 kilos de pommes de terre, 20 kilos d'oignons, 30 rouleaux de papier toilette et une caisse de bière. Ce matin, enfin l'auto-chenille est là. En route pour la dernière étape. Samedi 18 mai, 4 heures du matin, un matin arctique, un froid glacial me saisit. Déjà 12 jours de voyage, mais plus rien n'a d'importance. Je suis de retour à Ouélène, le dernier village du continent. Ici s'arrête le chemin, ici commence mon rêve. 9 mois, 9 lunes à vivre au bout du monde. Le village de Ouélène, 769 habitants. 80 sont russes, tous les autres sont tchouches ou esquimaux. Aujourd'hui, mes amis russes ont organisé un pique-nique pour mon arrivée. Ils s'appellent Pacha, Tatiana, Igor, Lilia, Natacha ou Valodia. Chauffeurs, électriciens, docteurs, professeurs ou employés à l'administration, ils font marcher et tiennent le village. Avant, ils vivaient bien. Moscou, pour trouver des volontaires, avait triplé leur salaire. Lorsque le communisme s'est effondré, les salaires ne sont plus arrivés jusqu'à Ouélène. Russes et tchouches se mélangent peu. Il fait -10, mais la vodka réchauffe les corps et les âmes. Samedi 1er juin, la fête du printemps. Les distractions sont rares à Ouélène. Alors même les gardes-côtes sont de sortie. Du temps de la guerre froide jusqu'en 1990, Ouélène, comme toute la Tchoukotka, était interdit aux étrangers. La zone était stratégique et bien trop proche des côtes de l'Alaska. Depuis la chute de l'Empire soviétique, les gardes-côtes n'ont plus grand-chose à faire. Aujourd'hui, tout le monde veut fêter le printemps, la victoire sur la nuit polaire et le froid. Tout le village est devant la salle des fêtes, sauf ceux qui sont déjà ivres. C'est un mannequin de chiffon qui figure Monsieur Hiver. Et pour fêter le printemps, Monsieur Hiver doit mourir. L'hiver s'est consumé dans les flammes du printemps. Alors, pas un instant à perdre pour les chasseurs. La mer est ouverte et les baleines grises sont de retour. C'est la première chasse à la baleine de l'année. Et je retrouve l'équipage du vieux Palkovnik. J'ai repris ma place sur la Baïdar. Une embarcation en peau de morse, légère et maniable. Il faut 2 morses et quelques morceaux de bois pour construire une Baïdar. Seulement des morses femelles. Mais attention à ne pas déchirer la peau au contact des dernières glaces flottantes. Tolia, Roma, Andrei, Stas, Valodia, Gans et Palkovnik le capitaine.
Seul manque Sergueï, le motoriste. Il s'est suicidé il y a seulement quelques jours. Du temps des soviets, ils n'avaient pas besoin de la chasse pour vivre. Ils étaient employés des kolkhozes, chasseurs, éleveurs de rennes, mécaniciens, tous rémunérés par l'État. Aujourd'hui, ils n'ont plus de métier. Ils chassent pour survivre. Dans ce bout du monde, seule la mer peut les nourrir. Enfin le thé, première boisson chaude de la journée. La brigade et Palkovnik sont épuisés mais heureux. La traque et la chasse ont duré plus de 6 heures. Et maintenant, il faut tirer la baleine jusqu'à la grève de Ouélène. Ce 2 juin, je vogue par le détroit de Bering, entre l'Alaska et la Sibérie. Je remorque une baleine, et c'était l'anniversaire de ma fille Niagara. Une baleine grise, c'est presque 20 tonnes de viande et de graisse. Quelques jours de nourriture pour les habitants et les chiens du village. La viande est consommée fraîche ou bien fumée. Sur la grève, tout le village attend la première baleine. En ces premiers jours de printemps, le soleil ne veut plus disparaître derrière l'horizon. Il se pose taquin sur les vagues et tranquillement remonte au zénith. Après l'interminable hiver arctique, les enfants retrouvent leur terrain de jeu où il ne fait plus jamais vraiment nuit. Il y a très longtemps, le renne et la baleine étaient des très grands amis et vivaient ensemble. Un jour, le renne demande à la baleine « Lequel de nous est le plus fort ?» Il cherche comment faire. Comment savoir? Ils décident de prendre une corde et de tirer chacun de leur côté pour enfin savoir lequel est le plus fort. Ils tirent, mais la corde se casse et ils s'envolent chacun de leur côté. Emporté par son élan, la baleine tombe dans la mer et le renne tombe dans la toundra. Depuis ce temps, le renne vit dans la toundra, la baleine dans la mer et ils ne se parlent plus. Moi, je suis né ici. Ma mère m'a enfanté ici. J'étais encore un petit garçon quand on m'a emmené à la chasse.
Ce sont mon grand-père et mon vieil oncle qui m'ont tout appris. Sans la chasse, je ne pourrais pas vivre, pas survivre. Nous ne pourrions pas vivre sans viande. La viande des mammifères marins, c'est notre vie. Avant, on ne connaissait pas le pain. On mangeait que de la viande. Non, non, on ne connaissait pas le pain. On ne connaissait pas les pommes de terre, on ne connaissait pas le sucre, pas la farine. Quand tu as chassé une baleine pareille, c'est une grande fête. Avant, c'était encore plus difficile. Il n'y avait pas de fusil, seulement des harpons. Et c'était une grande fête. On appelait ce jour le jour de la baleine. Tout le village se retrouvait sur la plage. Il n'y avait pas de tracteur. Il fallait haler la baleine à la force des bras. Tout le village était là. Et chacun prenait ce qu'il voulait, ce dont il avait besoin. Et on n'oubliait jamais les vieux, les handicapés ou ceux qui ne pouvaient pas quitter leur maison. Aucun changement sur le cercle polaire. La chasse y est toujours aussi difficile, mais le partage est toujours de mise. Les vieillards et les nécessiteux se servent toujours les premiers. La solidarité des petits peuples. Seuls les Russes du village paient pour la viande. D'ailleurs, ils ne prennent que les meilleures parties de l'animal. La brigade m'offre un énorme morceau de filet. Je suis ravi, bien que j'ai du mal à m'accommoder au goût saumâtre du mammifère. « 6 juin, la sœur de Palkovnik vient de mourir. Il est venu me chercher à la maison. Les anciens ont donné leur accord. Je peux assister à la veillée funéraire. » Dans la chambre, à même le sol, gît la défunte, habillée d'un manteau comme pour se préparer à un long voyage. Autour d'elle sont disposées des offrandes, cigarettes, alcool, thé, biscuits. Les odeurs se mêlent, lourdes et entêtantes. Viande de morse bouillie, urine des enfants qui vont libres et parfum de la mort. Le frère aîné de Palkovnik officie. Il se rappelle les rites anciens avant que les soviétiques ne les interdisent. Du temps des communistes, les chamans étaient persécutés ou déportés. Une lanière de cuir de renne ceinture le crâne de la défunte. Relié à la lanière, le bâton des éleveurs de rennes. Le principe est simple. Des questions sont posées aux morts. Si la réponse est positive, la tête se soulève. Si la réponse est négative, il est impossible de soulever. Les questions sont multiples. Le mort en veut-il à quelqu'un? Où veut-il être enterré? Que veut-il emporter des offrandes déposées autour de lui? À qui veut-il léguer ses effets personnels? La cérémonie a duré toute la nuit. Mais nous sommes chanceux.
la Morte a demandé à partir en autochenille. Plus sympa pour elle et moins fatigant pour nous. Même l'été, le sol, le permafrost, reste gelé. Il est impossible de creuser. Avant, les Tchouktches laissaient leurs morts dans la toundra, au gré des vents, des animaux sauvages, loups, renards et ours. Chaque lieu de la toundra est habité, l'esprit d'un ancêtre rôde. Nous avons bu la vodka rituelle, fumé quelques cigarettes, déposé les offrandes, et nous nous sommes tous éloignés, sans nous retourner. Il fallait laisser la défunte poursuivre sa route, sans être dérangée. Dernier signe de l'existence d'un autre monde, le cargo qui apporte le charbon. Il vient une fois l'été pour décharger, lorsque la mer le permet, de quoi nourrir les vieilles chaudières du village. À la chaufferie, dans l'antre de l'enfer, Kolya veille à ce que le feu ne jamais s'éteigne. Kolya est russe. Si le temps est au beau, le charbon est livré à temps. S'il fait mauvais, il faut attendre. Ici, c'est la météo qui dicte sa loi. Tempête, vent, glace, tu peux avoir de la neige même en plein été. Alors, c'est difficile pour le cargo de venir livrer le charbon. On est au XXIe siècle et on travaille encore comme avant la Révolution. Et oui, c'est comme ça, mon ami. Avant, on avait tout ici. Les produits, la nourriture, les fournitures. Vivre en Tchoukotka, c'était super. Les salaires étaient 2 fois supérieurs à ceux de la Russie. Maintenant, les salaires sont comme chez nous. Sauf que chez nous, avec cet argent, tu peux tout acheter. Ici, tu ne peux rien acheter. Ce qu'on nous amène arrive par hélicoptère ou par l'autochenille. Alors, tout est très cher. Cela fait peut-être 10 ans que l'on ne nous a pas livré de fourniture. Avant, il y avait de l'argent. Tu pouvais acheter. Maintenant, il n'y a pas d'argent et il n'y a rien à acheter. Même si je voulais quitter Oulem, je ne le pourrais pas. Pour partir, il faut de l'argent. Si je le pouvais, je m'enfuirais de Oulem. On peut dire que nous leur avons beaucoup apporté aux Tchouktches.
On leur a apporté notre culture, notre pensée, notre civilisation. Mais en fait, il fallait peut-être pas qu'on leur apporte tout ça. Avant, les Tchouktches vivaient par eux-mêmes. Oui, c'est vrai, on leur a donné des maisons, on leur a apporté la civilisation. Et même des téléviseurs. Mais peut-être que nous avons plus détruit que nous leur avons donné. Quelques mois avant mon arrivée, la caserne des gardes-côtes avait été le théâtre d'un terrible drame. Un soir de février, épris d'alcool et rendu fou par l'ennui polaire, un jeune soldat avait tué avec son fusil ses officiers et quelques-uns de ses camarades. Ils sont encore une trentaine d'adolescents à venir faire leur service militaire ici. 2 années terribles, une météo impitoyable, aucune distraction, et l'armée russe traversant elle aussi une grave crise économique. Les jeunes soldats vivent dans des conditions précaires. Mais aujourd'hui, portes ouvertes à la caserne pour le plus grand bonheur des enfants. Un grand jour pour Kolya le chauffagiste. Il fait baptiser son fils Slava. Hier communiste, il est aujourd'hui orthodoxe. C'est la première fois qu'un prêtre se rend à Welen. En 2 jours, le prêtre, le pope comme on l'appelle ici, a déjà baptisé 17 personnes. Surtout des enfants curieux de la nouveauté et ravis des petits cadeaux et de la croix en fer blanc offerts par le pope. Pour un baptême à domicile, il faut peu de choses. L'autel est vite improvisé. Des cierges, une icône et une bassine d'eau fraîche. Kolya, le chauffagiste, a choisi le capitaine des gardes-côtes comme parrain pour son fils. Pilimieni, ravioli de baleine, pirochki, petit gâteau fourré aux champignons de la toundra, et vodka fabriqué à la cave au menu. Un repas de fête. On est venu ici pour toi, alors on boit à toi, mon enfant. Il n'y a pas de mauvais enfants, il n'y a que de mauvais parents. La moitié du village est au chômage. Il n'y a plus de médicaments au petit dispensaire, l'école tombe en ruine. Mais le maire d'Omsk, une importante ville de Sibérie, finance la construction d'une église. Aucun habitant du village n'a été contacté, ni consulté, hormis les Russes, personne. Les ouvriers, des spécialistes, viennent aussi de la ville d'Omsk. Et eux
sont très correctement payés. Bien sûr, je suis très content. Chaque homme doit bâtir quelque chose pour laisser une trace après lui. Alors je suis très fier de construire cette église. Et puis, cette croix et cette coupole dorée seront les premières de toute la Russie à être illuminées par les rayons du soleil. Car le soleil se lève à l'est. Une église pour les Tchouktches? Je ne sais pas si c'est important. Peut-être que les Tchouktches n'en ont pas besoin, mais il le faut pour la Russie. Tchouktches, Russes, c'est pas la question. La Tchoukotka appartient à la Russie. Donc, ça concerne tous les Russes, et pas seulement les Tchouktches. Il y a longtemps, très longtemps, quand les hommes n'existaient pas, seuls les animaux vivaient dans la toundra. Mais un jour, le mauvais génie vola le soleil et la toundra devint sombre et froide. Les animaux tinrent conseil et décidèrent que le petit lapin irait chercher le soleil. Alors le lapin marcha par la toundra, longtemps, longtemps, et enfin il vit de la lumière qui sortait d'une grotte. Le soleil gisait là, et le mauvais génie était assoupi. Le lapin vola le soleil et s'enfuit. Mais le génie se réveilla et partit à la poursuite du lapin. Celui-ci trébucha et laissa tomber le soleil qui se brisa. Un morceau devint la lune, et la lumière revint un peu sur la toundra. Le lapin réussit à rapporter le soleil à sa place. Alors un rayon du soleil frappa le mauvais génie, qui, ébloui, s'enfuit. Tous les animaux étaient contents, et le petit lapin très fier de lui. Et depuis ce temps, il fait beau et chaud dans la toundra. Les Tchouktches disent qu'ils sont petits et courbés comme les arbrisseaux de la toundra pour résister au vent. Au bout du continent, les quatre vents aiment à se rencontrer, à se croiser. Plus que le froid, c'est le vent que les habitants redoutent. Il n'est pas rare qu'il souffle à plus de 100-150 km/h. Le temps est très changeant en ce moment. C'est le vent du nord qui souffle. C'est dangereux. Alors on ne sort pas. Si la météo le permettait, bien sûr qu'on serait déjà en mer à chasser. Les morses commencent à passer. Ils descendent du nord au sud. Tiens là, regarde, ils sont là. Eh oui, ils descendent du nord au sud. J'espère qu'ils vont s'arrêter faire une nurserie dans les parages, vers le cap d'Ejniev. Comme ça, on pourra aller les chasser jusqu'à l'automne. Et on pourra préparer nos kartoshkas, nos sacs de viande pour l'hiver. C'est notre nourriture. Alors chaque chasseur prépare ce qu'il a besoin pour l'hiver. Un hiver sans viande, c'est un hiver de famine. C'est comme ça que l'on vit. Palkovnik rend visite aux esprits. Déjà 2 semaines que sa sœur repose au cimetière. Mais il n'est pas rassuré. Il doit la retrouver pour lui poser des questions. Car certains dans le village disent que c'est lui qui l'a tuée alors qu'ils buvaient ensemble. Palkovnik, ivre, l'aurait frappé à mort. Je ne le crois pas. Je connais le coupable. L'alcool. La première cause de mortalité à Welen. Ici, l'espérance de vie
n'est guère supérieur à 40 ans. Palkovnik parle en tchouktche, leur langue. C'est entre un frère et une sœur, et ce qu'ils se disent doit rester entre eux. Oui, je suis venu te voir. Et je t'ai amené des présents. Et je t'ai dit que j'allais te les laisser. Et j'ai pleuré. Et puis je t'ai demandé, à toi et aux anciens, pourquoi vous m'avez laissé seul? Vous devez me protéger, veiller sur moi pour que je vive vieux et que je sois l'ancien. Ce que j'ai amené, bien sûr, je vais vous le laisser. Mais je reprends avec moi les cigarettes et les allumettes parce que moi aussi je fume. Andrei, le fils de Tolia le harponneur, accompagne son père. C'est sa première chasse à la baleine. Même en juillet, il fait froid sur la mer. La baleine grise peut sonder 20 minutes sous l'eau. Une seule bouée ne suffit pas à la maintenir en surface. Alors, les brigades se dispersent en éventail pour occuper la mer. On ne sait pas où elle peut ressortir. Il faut attendre. Lorsqu'enfin elle remonte respirer, il faut vite relancer les harpons. Le pire a été évité. Palkovnik a poussé la barre à temps. La queue puissante de l'animal n'est pas passée loin. Après quelques heures de chasse, une dizaine de bouées sont accrochées à la baleine. Elle ne peut plus plonger. C'est le moment dangereux
le dernier rush du cétacé. Furieux, il essaye de se débarrasser de ces bouées qui l'empêchent de sonder. Et même certaines fois, il se retourne contre les chasseurs. Les accidents ne sont pas rares et ils sont dramatiques. La baleine ne se débat plus. Il est temps de l'achever. On utilise la lance pour le coup de grâce et lui percer les poumons. À Ouellen, le quota annuel est de 14 baleines. Mais après 2 mois de chasse, seuls 3 ont été ramenés au rivage. Une fois l'an, dans les derniers jours du mois d'août, la toundra se montre généreuse. Baies sauvages, les marouchkas, et champignons abondent, mais seulement pendant quelques jours. C'est le moment de faire ses provisions pour l'hiver. Alors j'ai fait comme tout le monde, des confitures de marouchka et des conserves de champignons. En fait, j'arrive à peine à boucler le budget. Ce qui nous sauve, c'est la viande, la viande, la viande. C'est la viande et la chasse qui nous permettent de survivre. J'ai 5 enfants. Par enfant, je reçois une allocation de 140 roubles, 4 €. Ça fait donc 20 € par mois. Puis je reçois pour mon chômage 10 €, ce qui fait un total de 30 €. Tolia, mon mari, avec son salaire de chasseur, rapporte environ 40 €. Alors pour vivre un mois, ça nous fait une somme de 70 €. Mais qu'est-ce que je peux faire avec une somme pareille? Ce n'est rien du tout. 20 € partent pour payer les dettes. Le reste sert à acheter la farine, le sucre, le blé et le tabac. Parce que mon mari, il préfère s'abstenir de pain, mais il ne peut pas vivre sans tabac. Maintenant, il reste la marouchka. Aujourd'hui, j'ai ramassé un seau de 20 kilos et je vais en vendre la moitié. Si j'arrive à vendre 3 bocaux de 3 kilos, ça me rapportera 450 roubles, 12 €. Bien sûr, ça me fait de la peine pour les enfants, mais je n'ai même pas de sucre pour faire des confitures. Même si j'avais du sucre, je vendrais quand même toutes les marouchkas, car il faut acheter du pain. Mon papa m'a réveillée ce matin, il était à peu près 6 heures. Il m'a demandé si je voulais venir à la chasse. J'ai dit bien sûr. Il m'a dit bois ton thé et prépare-toi tranquillement, le temps que j'aille réveiller les autres gars de la brigade. Mais j'ai failli rater la chasse, car j'attendais mon père à la maison. Je pensais qu'il allait repasser pour prendre son couteau.
Comme il ne venait pas, je suis partie sur la plage. Et ils étaient déjà tous prêts à partir. J'ai pensé en moi-même, heureusement que je suis venue, sinon je les aurais loupés et il aurait fallu que j'aille à l'école. Mais l'école, ce n'est pas intéressant comme la chasse. Une colonie de morses a établi sa nurserie à l'extrémité du cap Dejniev. C'est le moment où ils sont dangereux. Les mâles protègent le troupeau. On les appelle les tigres de mer. Ils n'hésitent pas à attaquer les baïdars et leurs défenses qui peuvent atteindre le maître percent même les coques de bois. Alors, certaines fois, l'équipage ne chasse plus, mais se défend. Et là, le fusil est nécessaire. Je suis très fière de mon père. Je suis content qu'il soit chasseur. J'ai demandé à Palkovnik s'il repartait demain pour la chasse. Il m'a répondu que ça dépendait de la météo, mais que s'il le pouvait, ils iraient. Alors je lui ai redemandé si je pouvais revenir. Il était content que je lui demande, et moi ravi qu'il accepte. Comme ça, je n'irai pas à l'école. Les chasseurs préparent la viande pour l'hiver. Le principe est simple. Les morceaux désossés sont empaquetés dans des sacs réalisés avec la peau de leur proie. Ils appellent ça une kartoshka. En russe, ça veut dire patate. Environ 30 kilos de viande que l'on va laisser faisander et que le froid conservera pour l'hiver. Il faut plus de 30 kartoshkas à Tolia pour pouvoir nourrir sa famille et ses chiens pendant tout l'hiver.
Depuis quelques jours, une croix de bois attend sur la plage de Welen. Nous sommes venus de la ville d'Omsk pour bâtir l'église. Pour l'instant, on attend un conteneur de fourniture pour finir le travail. Alors, notre administration nous a demandé d'aller dresser une croix au village de Naoukan. On a taillé cette croix dans du bois et on va partir la poser à Naoukan. C'est l'équipage de Palkovnik qui est réquisitionné pour cette mission. Mais près du cap d'Ejniev, là où la mer des Tchouktches rencontre la mer de Bering, les vagues sont trop importantes. Il faut faire demi-tour. Palkovnik ne veut pas risquer sa baïdare et la vie de ses hommes pour une croix. C'était pas la peine de balader cette croix. On aurait mieux fait d'aller chasser. Il y en a marre de leur croix. C'est tout. Эй, Энка, не трогайте его, млеркни тинка. Куэрмесу, внутренние войска. Внутренние войска. Они вообще не служили нихуя. Сейчас вот. Мы тоже не знали. On ne nous a rien demandé pour la construction de l'église. Pareil pour la croix. Et peut-être que si on nous avait demandé notre avis, on aurait dit non. Et il n'y aurait pas eu de croix, il n'y aurait pas eu d'église. Nous avons nos propres croyances. Nous ne croyons pas à cette croix. Мы верим морю, земле. В основном я верю в море. Nous croyons aux esprits de la mer, de la toundra. Oui, je crois à la mer. Nous vivons au bord de la mer. Elle nous nourrit. C'est elle qui nous donne la vie. Pour nous, cette croix, c'est rien que du bois. Nous avons notre foi, la nôtre, celle de nos ancêtres, celle des Tchouktches. Vivre ou ne pas vivre. Manger ou ne pas manger. Marcher ou ne pas marcher. À quoi ça sert ce morceau de bois? Non, vraiment, on n'en a rien à faire de ce morceau de bois. Qu'ils aillent faire leur signe de croix et prier ailleurs. По незнакомой улице. Ну, сынок его Стоял, и бабки были. Je bois à toutes les femmes. Можно я тебе скажу? Ben justement, voilà la tienne. Заходи сюда. Entre, mon amour, entre. Увидеть хочу. Как с белых яблонь дым, увяданием золотом охваченный. Я не буду больше молодым, увяданием. Liuda, la femme du harponneur, chante sa jeunesse perdue. Mais sa fille, Oksana, est amoureuse. Здравствуй, моя любимая Оксана.
Bonjour, ma chère Oksana. C'est ton amour, Sergueï, qui t'écrit. D'abord, je veux te dire que je vais bien et que ma santé est bonne. En ce moment, je travaille à la scierie, mais je n'ai toujours pas gagné un kopek. Je me suis inscrit pour travailler à la mine. Dès qu'il y a une place, j'y vais car il paie correctement. Ne t'inquiète pas, je veux te sortir de là. J'espère que tes parents vont bien. Transmets-leur mes salutations. Je ne sais pas écrire de longues lettres, alors je vais m'arrêter là. Je t'aime beaucoup. Ton amour, Sergueï. L'amoureux d'Oksana s'appelle Sergueï. Pendant 2 ans, il a servi à Ouellen chez les gardes-côtes. C'est là qu'ils se sont rencontrés et aimés. Il est maintenant chez lui à 2000 km, mais il attend toujours sa belle Tchouch. Cher Sergueï, j'ai reçu ta 2e lettre qui m'a rempli de joie. C'est ma mère qui me l'a rapportée de la poste. En ce moment, j'ai un petit boulot. Aujourd'hui, c'est le 2 septembre. J'accompagne ma sœur pour son premier jour d'école. On lui a fait un petit cadeau. Ma mère a rencontré les ouvriers qui construisent l'église. Ils lui ont indiqué un autre itinéraire pour te rejoindre sans passer par Moscou. Ça coûtera moins cher. En train, ça ferait 16 000 roubles. Je te prépare des petits cadeaux pour tes parents. S'il te plaît, envoie-moi la taille de leurs chaussures. Avec mes amis, on prépare un numéro. On le répète pendant nos temps libres. On le jouera pour les fêtes de fin d'année. Mes parents vont bien, ils iraient encore mieux s'ils rigolaient davantage. Cette lettre, je l'écris à mon fiancé. On s'est connus ici. Maintenant, il est loin. On correspond par lettre. Il veut me sortir d'ici. Mais en ce moment, c'est la crise et il attend un travail. Dans sa dernière lettre, il me dit qu'il espère une place à la mine. Là, il pourra travailler et il m'enverra de l'argent. Alors enfin, je pourrai partir d'ici et j'irai le rejoindre chez lui. Brouillard ce matin, mais la mer est calme. Alors, les ouvriers de l'église décident de retourner à Naoukan porter la croix. Devant le refus de Palkovnik de les conduire, ils empruntent l'équipage de Misha, l'autre chasseur. Le cap d'Ejniev se dresse comme une forteresse au-dessus des eaux. En 1648, le cosaque d'Ejniev ouvre pour le tsar Pierre Ier cette nouvelle route maritime pour accueillir des peuples nouveaux insoumis à l'impôt. Mais les Esquimaux et les Tchouktches naviguaient déjà depuis bien longtemps sur ces eaux tumultueuses. Et ce village millénaire de chasseurs marins s'appelait alors Naoukan. Les habitants sont en 1958 déplacés autoritairement et en quelques jours par les soviétiques pour être regroupés arbitrairement à Ouellen. Une folie bureaucratique dictée par la rentabilité et la logistique en ces temps de guerre froide. Ces intrépides marins sont plus faciles à surveiller. Les côtes de l'Amérique ennemie sont décidément trop proches. Надо было там понизу еще идти туда дальше. А? Там круто. Куртка еще так далеко. А с другой, с левой стороны попробую отколоть.
Il ne reste plus rien de Naoukan. Seuls les esprits de la montagne veillent sur les ruines et le cimetière abandonné. Le temps a éventré les cercueils, le vent du large a lissé et blanchi les squelettes. J'ai l'impression que ce chasseur voudrait quitter son linceul de bois pour partir à la mer et dresser encore une fois son harpon. Mais il ne se lèvera plus. Seule la croix de bois, la croix des vainqueurs, la croix des Cosaques, se dressera sur le village fantôme. Еще немножко. Еще чуть-чуть. Еще. Чуть-чуть тут только не... С одной стороны надо подкопать. Ставь. Сейчас в другую сторону. Не. Я держу здесь. Все, он стоит под своим весом. Его просто, чтобы он не шаг. Première semaine du mois d'octobre, la fin de la saison de chasse. La mer est décidément trop mauvaise et les baleines ont quitté les eaux froides pour leur migration vers le sud et la basse Californie. Alors aujourd'hui, c'est la fête des chasseurs. Le vent est au nord, il fait déjà moins 25 degrés. L'embâcle se prépare et il ne reste que les derniers jours du mois d'octobre aux ouvriers pour finir cette chapelle que personne n'attend. Работу закончим, потом улетим. Ну, конечно. Все. Ты хоть кулаком чукнись. Дядя Вась, ты тоже кулаком чукнись. Это водой нельзя. Водой только с дураками чукаешь. Ты же понимаешь? Не маленький. Ну все. Летит чайка, да? Nous sommes sur le toit de l'église à travailler. Et autour de nous vole une mouette blanche. Arrive un corbeau noir. Il vole en dessous de nous.
Et il y a plein de corbeaux qui croassent. Mais ils volent toujours en dessous de nous et de la mouette blanche. Le corbeau noir, c'est le symbole du peuple tchouktche. Je ne veux pas polémiquer, mais c'est comme ça. Et dans la vie, c'est pareil. Le blanc est toujours au-dessus du noir. Mais vraiment, je ne veux pas polémiquer. Le blanc vole toujours au-dessus du noir, et c'est comme ça dans la vie. De toute mon âme, je peux dire que la chapelle et sa croix en or sont le symbole de notre présence ici. Que notre gouvernement durera et que nous sommes les propriétaires. En dehors de nous, personne d'autre ne sera le propriétaire de ces terres. Novembre. L'hiver est là, impitoyable. Les kartochkas de morse sont sortis pour les chiens. Il faut les nourrir. Les baïdars ont été rangés. On va ressortir les traîneaux. Un jour, le morse dit à son ami le hareng, « Moi, je suis meilleur que toi parce que je peux nourrir beaucoup de monde. » Le hareng lui répond, « Non, tu ne peux nourrir que ceux qui sont grands et forts, comme les intrépides chasseurs. » Moi, je peux nourrir tout le monde. Car quand la tempête me rejette sur la côte, tout le monde peut me ramasser. Même les enfants et les orphelins. Et tout le village est content. Les morses et les baleines ont quitté les rives de Ouélène. Il ne reste plus que la pêche. Aujourd'hui, elle est miraculeuse. Le petit hareng de l'histoire est venu par bancs entiers s'offrir à ceux que le froid n'effraie pas. Pendant 2 semaines, tout le village sentira l'odeur du poisson grillé. Depuis toujours à Ouélène, les chasseurs gravent l'ivoire de morse. La mémoire de leur quotidien, le livre tchouktche. Mais aujourd'hui, on le vend aux Russes pour de l'alcool, boire pour oublier sa misère. La vie est devenue tellement difficile qu'ici, dans le village, on ne fait que survivre.
Maintenant, depuis que le régime soviétique s'est écroulé, la vente de l'alcool a commencé. C'est le Samagon, un alcool artisanal qui est fabriqué ici. Et ceux qui le produisent veulent que tu viennes leur acheter. Tu ne trouves plus d'alcool dans le magasin. Et comme la situation semble sans avenir, les gens ne pensent plus au lendemain. Ils se disent juste, je vais boire de cet alcool et tout ira mieux. C'est ce que les gens pensent. Ce sont les Russes qui produisent cet alcool. Et tout l'argent est pour eux. Pour qui d'autre l'argent? Seulement pour eux. Ce sont les baleiniers américains qui les premiers ont introduit l'alcool à Wellen. Bouteille en échange de fourrure, d'ivoire et quelques largesses féminines. Les soviétiques, eux, échangeaient la vodka contre la paix sociale et les Russes aujourd'hui la bouteille de Samagon pour 10 $ ou de l'ivoire. Presque tous les Russes du village distillent et vendent du Samagon. Ruinés depuis la chute de l'Union soviétique, ils financent les études de leurs enfants ou leur retour au pays avec l'argent de l'alcool. Pour les Tchouktches, le bénéfice est différent. Viol, inceste, accident mortel, perte d'identité, le bilan est lourd. Pour faire du Samagon, la recette est simple. 30 litres d'eau, 10 kg de sucre, 2 verres de levure et un rudimentaire alambic. Résultat, 12 litres d'alcool à 45 degrés. Deux mois qu'il n'y a pas eu d'hélico. 2 mois de météo pourrie. Aujourd'hui, grand soleil, peu de vent et il fait moins 45 degrés. Enfin, du courrier, du ravitaillement pour l'épicerie. Moi, j'espère une caisse de bière. Et Andrei, le motoriste de la brigade de Palkovnik, attend son fils. J'attends ma femme et mon fils. Ça fait déjà plus d'1 mois que mon fils est né. L'hélicoptère ne pouvait pas venir à cause du mauvais temps. Alors, j'ai commencé à boire par tristesse. Ой, Господи. Поздравляем, да? Таня прилетела. Ой, мам. Давай быстрее! Comment il s'appelle? Diego. Diego, oh, c'est mignon. Je suis très content. Oh, il a bougé. Il s'est réveillé. Je ne sais pas quel est mon avenir. Je n'arrive pas à l'imaginer. Mais j'espère qu'il y aura un futur pour mes enfants. Que leurs conditions de vie seront meilleures que les miennes. Je vais tout faire pour qu'ils vivent mieux que moi. Mais il n'y a aucune perspective pour eux ici. Il va falloir qu'ils partent pour la ville. Mais si tous les jeunes partent pour la ville, le village va disparaître. Oui. Wellen va mourir petit à petit.
Chasse aux phoques sur la banquise. Il faut rester immobile dans la neige et il fait moins 30 degrés. En décembre, il fait jour moins de 3 heures. Alors tant pis, même bredouille, il faut rentrer. C'est trop dangereux d'aller par la banquise la nuit. Aujourd'hui, le Nouvel An. Mardi 31 décembre. Flonflon et spectacle à la salle des fêtes. Micha, le chasseur, se marie ce soir et je suis invité. Je voulais offrir à Micha les alliances. Lui m'a demandé 20 litres de samagone, d'alcool. Alors j'en ai simplement distillé 12. De toutes les façons, nous n'avons pas pu tout boire. Le mariage a duré moins d'1 heure. Tout le monde est ivre mort. L'hiver étend son manteau comme un linceul sur Wellen, il ne reste plus qu'à attendre le printemps. Ce matin, un jour de printemps, les gars sont venus me chercher. Il est 6 heures, le ciel est bleu, d'un bleu qui donne l'impression d'avoir la mer au-dessus de la tête. L'équipage est au complet. Yula est à bord avec ses enfants. Son mari, Sergueï, était le motoriste de la brigade. Il y a tout juste 1 an que Sergueï s'est donné la mort. Un coup de carabine en plein visage, alors qu'il était assis à la table de la cuisine. Cela faisait 1 semaine qu'il buvait. Depuis, la brigade a continué de compter Sergueï dans les partages de la chasse. Il est resté membre à part entière de l'équipage et sa famille est celle de tous.
Je suis content que sa famille et que sa brigade soient venus pour se souvenir de lui. Personne ne l'oublie. Lui aussi continue de nous soutenir quand c'est difficile. Il ne nous a pas oubliés non plus. Et il nous aide pour retrouver la rive quand la mer est mauvaise. D'ailleurs, il avait une chanson, accostée à la rive. Il la chantait tout le temps, ouais, tout le temps. Горючки не хватает. И обязательно доплыть, чтоб дальше жить, чтоб, братцы, жить, когда минуты роковые настают. Когда минуты роковые настают. La tempête gronde, mais il nous faut avancer. Il nous faut traverser cet enfer. Et sans cesse ramer, ramer pour sauver nos vies. Allez les gars, donnons toutes nos forces. Il faut coûte que coûte rejoindre le rivage. C'était la chanson de Sergueï. Elle continue d'accompagner l'équipage. Ici, pas de temps pour la tristesse. Dès que le printemps est là, c'est une renaissance. C'est le temps de la chasse. On dit chez les Tchouktches que les morts ne sont jamais loin. Leur esprit vogue toujours par la mer ou court par la toundra. Ce matin, on a fait la visite du souvenir. On a retrouvé Sergueï. Et bien qu'on soit venu tard à la chasse, on a réussi à harponner un morse. Peut-être que Sergueï nous a aidés? Oui, bien sûr. Sergueï nous a aidés. Ouais. C'est un bon gars. Merci, Sergueï. Merci. C'est tout. Un hélicoptère est annoncé. Je pars. J'ai vu 9 lunes se lever sur Ouellen. J'ai vu Palkovnik braver la mer et tous ses dangers. J'ai vu des hommes mourir. J'ai croisé des esprits dans la toundra. Je quitte le pays de ceux qui se surnomment les vrais hommes. Je reviendrai sûrement. Mais je ne sais pas qui sera encore là. Parce que loin là-bas, au bout de notre continent, sur le cercle arctique, là où s'arrête le chemin, les derniers chasseurs de baleines disparaissent.